Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît pour la deuxième fois. Bonjour Benoît. Bonjour Victor, très heureux de te retrouver. Et là, on fait un deuxième épisode avec toi. Le premier était vraiment sur l'investissement, comment tu vas prendre ta retraite avant 40 ans. Tu as donné tout le détail de tes invests qui étaient principalement des colocations vers Grenoble et des villas un petit peu partout dans le monde et dont à Bali. Et là, tu t'es lancé dans un projet d'expatriation en famille et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Je pense qu'il y en a de plus en plus autour de nous qui se disent que la France, ça sent un peu le roussi. Ouais. Potentiellement, il faut bouger. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de FIRE qui, une fois qu'ils sont devenus FIRE, ils ont bougé au Portugal, au Mexique, un peu partout en Argentine. Et du coup, dans ton cas, c'est Bali. Donc, on va creuser le sujet avec toi. Pourquoi tu t'es dit que tu allais t'expatrier? Comme je l'ai dit, déjà c'est un plaisir de te retrouver. Je me suis rendu compte qu'on a fait ton centième épisode ensemble, donc c'était un plaisir. Comme beaucoup, je pense, autour de nous, tu le disais, et moi, tu l'as vu dans mon parcours sur le premier épisode, pas mal d'international. Et puis mon épouse est étrangère également, donc très content d'avoir retrouvé la France sur quelques années, mais je m'y vois pas forcément sur le long terme. Donc chercher à la fois à retrouver l'Asie et puis une destination en plus qui est plutôt agréable, on va y revenir. Mais je pense que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est comme tu le disais aussi, je pense que c'est applicable à d'autres destinations et donc voilà, très heureux de discuter de ça avec toi aujourd'hui. Du coup, donc là, tu étais en France. Est-ce que tu vas à Bali parce que tu as fait de l'immobilier là-bas ou est-ce que tu regardais d'autres pays? Est-ce que tu regardais Hong Kong? Est-ce que tu regardais autre chose ou pas? Il y a un petit peu les 2. Il y a un petit peu les 2. C'est vrai que le fait d'avoir de s'être lancé sur des projets sur place, on se dit: «On va pouvoir, à la fois les améliorer et puis continuer à les développer». Et puis en même temps, on cherche un endroit où on a un ratio, qualité de vie, coût, qui est aussi hyper intéressant et je pense qu'on reviendra sur le budget que j'ai prévu pour ce projet-là, le budget mensuel. Mais voilà, je trouve qu'à Bali, ça me permet à la fois de me rapprocher de la famille et des amis de mon épouse qui est à Hong Kong qui sont à Hong Kong et puis de retrouver, un endroit, qui nous plaît à tous les 2 et qui plaît aussi beaucoup à notre fille puisque comme je te l'ai dit, on y va très régulièrement. Donc c'est un petit peu un mix de tout ça, se rapprocher des projets qu'on a déjà fait et puis y trouver un cadre, en tout cas qui nous excite, beaucoup sur le papier, quoi. Est-ce que tu as fait une démarche assez, ingénieure, en fait, dans ce que tu fais globalement ou assez analytique? Est-ce qu'à un moment, tu as fait une matrice? Comment tu as fait? Tu as listé les pays où ça pouvait t'intéresser. À côté, tu as mis des critères? Tu as fait une, matrice un peu OKR? Comment ça se C'est ça, alors déjà, peut-être qu'on creusera dans le détail, mais quand tu pars à l'étranger, en dehors de l'Europe en tout cas, déjà il faut regarder où tu peux avoir un visa, longue durée ou un titre de séjour parce que, y aller comme tu le fais un petit peu toi là en ce moment, quelques mois, je pense, c'est relativement simple. Mais quand tu t'installes sur une période un petit peu plus longue, déjà il faut regarder un petit peu aussi, quel pays te le permet. Tous les pays n'accueillent pas forcément des résidents, long terme, très facilement. Donc bon, l'Indonésie le permet comme d'autres pays, hein, mais ça c'était un 1er critère. Et puis voilà, et tu regardes aussi un petit peu la qualité de vie, le coût de la vie. Donc on avait plusieurs pays potentiellement dans le radar, mais ayant nos premiers investissements, en Asie, sur Bali, voilà, ça faisait du sens en tout cas de se porter vers cette destination. Tu regardé quoi comme pays? C'était quoi ton top, On avait regardé la Thaïlande, particulièrement, moi j'aime beaucoup Singapour, j'y ai étudié, mais Singapour, c'est super, je pense, si tu as un travail. C'est assez restrictif, justement, en termes de permis de séjour, de titre de résidence si tu n'as pas de projet professionnel, très clair. Donc voilà, on avait regardé ce type de destination. Hong Kong, c'était aussi une option. Mais un petit peu au même titre que Singapour, coût de la vie hyper élevé, donc possible, mais déjà très urbain et effectivement coût de la vie très élevé, donc sans projet professionnel hyper ciblé, il faut pas mal de cash, d'avance, je pense, pour se dire: «Voilà, on se donne 6 à 12 mois pour trouver un projet pro qui corresponde» et en plus, c'est un marché de l'emploi qui est compliqué, particulièrement à Hong Kong, parce que maintenant c'est devenu quand même très, très chinois et donc voilà, je pense qu'il y a de moins en moins d'opportunités, notamment après le covid pour les «Européens» entre guillemets.
les non locaux et donc voilà, on s'est porté sur le projet Bali. Tu un ordre d'idée? Parce que tu vois, à un moment, moi, je regardais, pour aller vivre à New York ou vivre à Toronto, le petit New York et en fait, en réalisant vivre New York, alors c'est vraiment Manhattan, centre et cetera et je me suis rendu compte assez tard, il faudrait que je le refasse, mais si tu as pas, grosso modo, 6 000 10 000 $ par mois, en gros, juste à burner dans ton logement et dans ta vie de tous les jours et là et en plus, sans enfant, donc quand tu as des Ah, enfants, c'est hors de prix, en fait, parce que ça te coûte déjà, 5 000 $ de mettre tes enfants, ton exactement. enfant, 5 000 $ par mois. Co toi parce que Singapour, ça doit être à peu près la même chose à mon avis? Tu Ouais. as fait des calculs? Tu as regardé un peu? Tu as vraiment Ouais, ouais, j'ai regardé, bah, c'est sûr qu'une école, tu prends l'école française à Singapour, tu es entre 20 et 25 000 € l'année. Donc si tu as un enfant, tu te dis: «Bon, ça peut passer». Si en plus tu en as 2 ou 3, là, ça commence à faire quand même des sacrés budgets. Donc c'est sûr que en famille et je pense que c'est aussi l'objet de la discussion aujourd'hui, en famille, je pense que ça se prépare un petit peu, ça s'anticipe. En tout cas, ça se réfléchit. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que c'est voilà, on est en termes de budget, on a été habitué en France, en ayant grandi en France à pas mal de choses autour de nous, notamment en termes de santé, d'éducation, à avoir des choses finalement assez fluides et quand tu pars à l'étranger, je pense dans 95 des destinations, effectivement, tu retombes à moins d'aller dans l'école locale, mais sans être originaire du pays, ça me semble quand même compliqué dans bien des cas. Bah, forcément, tu vas tout de suite tomber sur de l'école internationale, et sur des systèmes de santé très différents et ça te effectivement, ton budget change complètement, quoi. ouais, du coup, tu as choisi, Bali. Bali, c'est une destination, qui fait rêver beaucoup de personnes, Ouais. de l'extérieur. Alors après, tu vois, moi, c'est pas, je pense que c'est la vision de certaines personnes, genre, ils pensent vacances et cetera. Moi, j'ai jamais vraiment pensé ma vie vacances enfin, moi, tu me mets à peu près n'importe où, tu sais, tant que j'ai un projet, tant que je suis avec mes équipes, je suis content. Mais c'est vrai que dans la vision d'autres personnes, peut-être que, tu vois, ils veulent quitter la France en se disant: «Ah tiens, Bali, il fait beau, il fait chaud, c'est fantastique». Est-ce que tu as un avis là-dessus? Comment tu vois ça? Ouais, je pense que, bah, ce qui est souvent recommandé d'ailleurs, c'est d'y aller quelques mois avant de se dire, «Je vais m'y installer, sur le plus long terme». Parce qu'effectivement, quand tu viens en vacances, 2-3 semaines, bah, tu vois tous les bons côtés de Bali, qui sont fantastiques, hein, qui est une super destination évidemment. Mais, d'y aller en vacances et d'y habiter, quel que soit l'endroit d'ailleurs, je pense, hein, c'est toujours très différent. Et donc de toute façon, ce qui est, je pense, recommandé, quelle que soit la destination, c'est de se dire, «Bah, j'y vais au moins sur quelques mois». Je me fais un avis un petit peu plus, voilà, un petit peu plus long terme ou moyen terme, pour aussi voir les côtés peut-être moins roses. Je pense qu'il y a pas de destination parfaite, mais voilà, ça reste une super destination. Mais en tout cas, il faut bien se dire, je pense dès le départ, que y être en vacances et y habiter, c'est 2 choses très différentes. Et donc voilà, ça, je pense que c'est important à intégrer dès le départ, quel que soit l'endroit. Et moi, en tout cas, et c'est ce que pas mal de gens recommandent, notamment sur Bali, parce que c'est vrai que c'est une destination qu'on a tendance à voir surtout en vacances, dans un premier temps, c'est vraiment d'aller passer quelques mois sur place et de se faire un avis un peu plus précis, quoi. Ça, je pense que c'est très important. Parce que les choses dont on n'a pas parlé, c'est vrai que Bali, ce qu'on voit pas de l'extérieur, c'est qu'il y a un alors on le dit assez souvent, mais il y a un trafic qui est assez hallucinant. C'est-à-dire, bon, en gros, on peut aller à partout, enfin, ça dépend où on est, mais les restaurants, en gros, on se déplace en scooter, parce que si on en voiture, on est bloqué, c'est un enfer. Les routes sont très petites, donc le trafic, je pense que jusqu'à un certain âge, faut vous dire, vous prenez un scooter, vous allez aller à contresens, enfin, vous avez des gens qui vont, enfin, c'est tendu, quoi. Il y a des moments, Sportif. c'est sportif. On se sent limite un peu agressé, nous, Européens, quand on vit ça. Alors, il y a pas de tension, en fait. Il y a pas de tension, comme ce qu'on peut avoir en Europe, c'est assez marrant. En fait, il y a pas de pression comme, vous êtes à Paris, on vous klaxonne dès que vous avancez pas au feu rouge. On vous l'avez un peu, mais il y a moins d'agressivité, on ressent moins. Mais par contre, quand vous êtes sur votre scooter, enfin bon, les routes, il y a des trous, il y a des moments, enfin, c'est pas nickel. Il y a des moments, il y a des gens qui il faut forcer. En fait, il faut s'imposer véritablement tout le temps. Il y a la même chose en Afrique, d'ailleurs. Et du coup, je me dis que tant qu'on est, habitué, voire jeune, ça va, ou on s'y fait en fait à un moment. Mais par contre, je vois pas, par exemple, moi je vois pas mes parents, je vois pas du tout mes parents habiter à Bali, quoi. Mmh. Ce qui se Il y a passe généralement ouais, ce qui se passe généralement, dans la communauté que je suis un petit peu et dans les gens que je connais, c'est que dès que tu as un âge un petit peu plus, élevé, tu es plutôt retraité et que tu as plus d'enfants en école notamment, hein, parce que c'est ça qui va te tu viens de le dire, le trafic est assez dingue. Donc en fait, généralement, tu vas choisir ton lieu d'habitation à proximité des écoles. Dès que tu as plus de contraintes scolaires vis-à-vis de tes enfants, je pense qu'il y a pas mal de gens qui reculent un petit peu dans les terres, qui vont dans les endroits moins bondé, moins fréquenté, moins voilà, ou sur lequel il y a moins de trafic aussi, parce que c'est vrai que sinon c'est très dense, quoi.
Je pense que et donc voilà et donc beaucoup de gens se mettent là aussi parce que, bah, le la vie économique se fait là et tu as tout l'écosystème des écoles et qui tourne autour de ça et tu peux pas te permettre de faire 1 heure et demie de scooter le matin, 1 heure et demie de scooter le soir. Donc les gens se mettent vraiment autour aussi, des écoles. Ouais, donc c'est ça d'ailleurs, ça a été ton choix où tu as construit, la villa que tu construis là, elle est à côté de l'école, française? Tout à fait. À 5 minutes, tout à fait. Ça a vraiment été le choix du terrain s'est fait vraiment par rapport à ça. Donc c'est comme tu le disais en préparation d'un projet, bah, qui devrait se concrétiser, j'espère l'été prochain. C'est l'objectif en tout cas. Ouais, on a vraiment choisi la localisation de ce terrain en fonction de l'école et comme beaucoup de gens pour vraiment se dire, bah, voilà, on est à 5 minutes, 5-10 minutes et c'est voilà, bien qu'il y ait du trafic, ça se fait tous les jours, sans aucun problème, quoi. Dans ton cas, donc, tu es arrivé à un montant de cash flow qui te permet de dire: «OK, quoi qu'il arrive, ça te permet de vivre», parce que derrière, finalement, les projets qu'il y a, à Bali en tant que tel, toi, tu as pas de projet pour, enfin, Non, non, j'ai ma société qui fait, qui gère, les 2 villas qui sont en location. Donc j'ai une activité locative, on va dire et effectivement, ça, je pense que ça peut s'optimiser, ça peut se développer, notamment en termes de services, en termes d'optimisation des coûts d'opération et derrière, tu peux te dire, «Je refais quelques projets par-dessus et donc je continue dans cette voie-là». Mais effectivement, un des autres, challenges que tu as à Bali particulièrement, c'est que c'est pas une capitale, et l'économie est très tournée vers le tourisme et de 2, c'est un marché de l'emploi qui est très tourné vers les locaux, qui est finalement assez peu ouvert aux étrangers. Donc à moins d'être chef dans un restaurant ou de travailler dans l'hôtellerie, bah, finalement, je synthétise, hein, mais finalement, il y a assez peu d'opportunités professionnelles. Donc ça demande d'avoir effectivement là aussi, soit, bah, l'immobilier, la location, touristique fait partie des choses que beaucoup de gens font parce que finalement, c'est assez simple à mettre en place. Soit effectivement, faut un projet, professionnel que tu peux gérer à distance. Donc soit une boîte que tu gères à distance, soit un job que tu fais à distance. Mais particulièrement sur l'aspect professionnel, c'est une destination qui te demande là aussi, bah, un petit peu de réflexion en amont. Parce que c'est pas, voilà, on le verra, hein, déjà de vivre à Bali en famille, c'est pas low cost. Mais en plus de ça, professionnellement, bah, il y a pas énormément en tout cas localement, pas énormément de débouchés. Donc ça aussi, c'est un petit peu le truc sur lequel il faut réfléchir en amont, c'est de se dire: «Bah, je vais quand même avoir des frais mensuels assez élevés et en même temps, bah, voilà, c'est pas un endroit où je vais trouver un job en 2 jours aussi facilement que je peux peut-être le trouver dans une autre capitale ou tu parlais de Toronto, Montréal, peut-être le Canada ou dans d'autres endroits, quoi». ouais, il y a aussi un enjeu, comme, ce dont tu parlais pour les visas. Effectivement, alors on le voit beaucoup aux États-Unis, où c'est très compliqué d'avoir des visas et indirectement à Bali, je pense que c'est plus simple. On va pouvoir revenir dessus. Il y a le visa un peu classique qui est un visa, de 30 jours. Le visa de 30 jours, donc, ça on l'obtient généralement quand on prend, sa compagnie aérienne, on nous demande d'avoir un vol retour et on est vérifié à l'aéroport, balinais. Ils nous demandent de prouver qu'on va bien partir parce qu'en fait, ils ont peur qu'on reste. Après, on peut avoir un visa de 60 jours. Donc là, il faut penser à postuler longtemps en avance pour avoir le visa de 60 jours. Mais grosso modo, ils veulent pas que tu restes, quoi. Donc tu es là, de ce que j'ai compris, il y a quoi? Il y a 20 millions de touristes, 20-30 millions de touristes par an et c'est 200 000, Balinais, un truc comme ça? Non, non, il y a 6. Alors je te donne les chiffres comme je les connais, je crois qu'il y a 6,5 millions d'habitants à Bali, donc c'est quand même, sur l'île entière. Si. 1 000 000 de touristes par an et officiellement tu as 200 000 résidents, étrangers, sauf que il y en a beaucoup plus qui sont sur des visas de touristes et en fait qui habitent une partie de l'année à Bali. Voilà, Ah, qui sont pas forcément comptés dans les 200 000, résidents officiels qui eux ont des visas du coup très, très, très longue durée. voilà. Mais en mode Du coup, bah, on va pouvoir revenir. Comment on organise son départ? Donc comment tu fais là? Parce que du coup, donc toi, tu as un enfant, une petite, fille, c'est ça? ouais, c'est ça. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans, OK, donc à 6 ans, elle Elle est a en CP aujourd'hui, tout à fait. voilà, donc elle commence vraiment en fait, en ce moment, du coup à apprendre à lire, écrire. Ouais, tout à fait. Du coup, tu te dis: «OK, comment?» Donc là, tu peux pas partir, entre 2 années scolaires, c'est ça? Comment Ah, tu il y a pas mal de gens qui le font. Nous, c'est vrai que et en plus, c'est une année en plus un peu charnière, le CP, comme tu disais, tu apprends à lire et à écrire. Donc non, je pense que le plus simple quand tu as des enfants, c'est évidemment de partir l'été, entre 2 années scolaires. Ça, je pense que c'est ce que beaucoup de familles font, bien que tu pourrais, totalement débarquer à Bali au mois de janvier. Je pense qu'effectivement, que ça soit à Bali ou ailleurs, hein, c'est vrai que de prendre l'année scolaire au début, c'est quand même plus simple que de débarquer dans un pays étranger en cours d'année, quoi. Donc ça, c'est tu disais, c'est le visa. Parce que,
Encore une fois, si tu veux inscrire, ton enfant à l'école locale, ils vont te demander un titre de résident. Tu peux pas te pointer en tant que touriste, tu vois? Faut que tu aies un titre de résident, faut que voilà, f ça enfin, ça demande une organisation. Donc là, il faut te tourner vers des visas longue durée. Donc tu as plusieurs options. À Bali, en Indonésie, tu as ce qu'on appelle un visa investisseur. Donc en fait, quand tu as une société, c'était un petit peu le projet de départ, on ne savait pas si on allait s'y installer, mais c'était un petit peu notre objectif aussi, c'est de se dire: «On a une société, nos villas tournent sous cette société et cette société va te permettre quelque part de bénéficier d'un visa et d'un permis de séjour, a posteriori». Donc on ne savait pas exactement quand, mais l'idée c'était d'avoir ce levier-là et puis après tu as d'autres façons, tu as d'autres visas, tu peux être sponsorisé par des sociétés, enfin il y a effectivement il y a une certaine flexibilité sur les visas que tu peux utiliser, mais en tout cas l'enjeu des visas, il est important. Il est important parce que si tu veux t'établir, sur 1, 2, 3, 4 ans, il faut être résident, hein. Tu veux un permis de conduire local, tu veux mettre, tes enfants à l'école, enfin pour plein de raisons en fait, tu as besoin d'un titre de séjour et pas simplement de se dire: «Je suis en touriste, il faut que je sorte tous les 3 mois, que je rentre et cetera et cetera. Donc l'aspect visa, il est assez important et on le verra dans le budget, il est pas anodin financièrement. Heu, Comment ça marche du coup le visa investisseur? Il faut les investisseurs alors, un autre élément qui est dans ce genre de pays, c'est vrai pour l'Indonésie, mais je pense que c'est pour plein de pays, c'est que les critères aussi sont assez changeants. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 2 mois et voilà mais globalement, si je comprends bien les règles, il faut avoir investi au minimum 650 000 €, via une société, ce qu'on appelle une PT-PMA et en fait, après, tu vas te tourner vers des visas d'1 ou 2 ans, je te dis ça de mémoire parce que j'ai le chiffre en roupies indonésiennes, mais pour moi, tu es à peu près pour 3 personnes sur 2 000 € pour 2 ans. Donc 2 000 € 3, donc ton visa à toi en tant qu'investisseur et le visa de dépendant de ton épouse, ton partenaire et le visa de ma fille, donc des visas de dépendants et le package total, tu es à 2 000-2 300 € pour 2 ans. Donc tous les 2 ans, il faut remettre, entre 2 000 et 2 500 € pour repartir sur 2 années supplémentaires. Faudrait que je revoie parce que disons que c'est pas donné parce qu'aux US à l'époque, mais ça a dû changer, hein, ça a dû, moi c'était avant tout ce qui était inflation et cetera, mais on était dans le même montant, hein, pour les visas, investisseurs. C'était du 500 000 € investis et je tu t'en sortais à peu près, mais tu étais obligé d'avoir des salariés. Tu étais obligé de salarier au moins une personne. Alors, je crois que c'est salarié. Maintenant, ça a dû évoluer. Avec l'inflation, c'est peut-être 1 000 000 de dollars aujourd'hui, il faudrait que je revérifie, mais OK. Donc en gros, Et surtout jusqu'à maintenant, ils t'autorisaient et ça, ils sont en train un petit peu de serrer la vis, enfin sur le papier, on verra ce qui se passe vraiment. Avant, ils t'autorisaient à avoir un plan d'investissement jusqu'à 650 000 et pas forcément les investir tout de suite. Donc tu as pas mal de gens qui jouaient de ça en disant: «Ouais, ouais, moi je vais investir, 650 000 sur 8 ans» et en fait, qui investissaient quelque chose d'assez modeste au départ, qui bénéficiaient de leur visa et qui réalisaient pas forcément «leur business plan» entre guillemets. Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles élections en Indonésie et la volonté, ça a l'air d'être beaucoup plus strict, en tout cas sur le papier, sur ces critères-là et donc ils vont effectuer plus de vérifications. Donc ça pourrait nécessiter effectivement, un ticket d'entrée un peu plus élevé que ça l'était jusqu'à maintenant, quoi. en tout cas, tu vois, dans leur stratégie, à Bali du moins, quand je vois ce que font les étrangers, bon, déjà tu fais du leasing, du coup, pour ton terrain, tu vois? Donc tu es pas réellement propriétaire. Tu es en train de construire des villas, tu construis l'asset. En fait, les étrangers, ils sont en train indirectement de créer une fortune, pour le pays, qui est assez dingue. Et du coup, ils ont quand même cette stratégie. Enfin moi, aujourd'hui, je vois pas encore trop les problèmes. Après, je le vis pas au jour le jour, tu vois? Avec, les Balinais et à quel point ils le prennent mal. Mais j'ai quand même l'impression que ça enfin, tu vois, ça développe bien le pays. Tu as des mecs qui veulent, enfin, tu es en train de ouais, tu fais juste un pays qui se développe, quoi. Je sais pas comment tu Ouais, il y a énormément ça booste évidemment tout ce qui est, investissement étranger voilà. Après, ils cherchent à remettre un petit peu aussi la main ou en tout cas le contrôle dessus parce que, voilà, faudrait pas non plus que la culture balinaise disparaisse, que les étrangers mettent complètement la main sur Bali parce que les étrangers sont principalement à Bali. En Indonésie, l'Indonésie, c'est très, très vaste et en fait, tu vas surtout trouver ça à Bali. Donc ils cherchent quand même à contrôler un petit peu ça pour que ça reste, on va dire, dans le domaine de l'acceptable. Voilà, qu'on parte pas sur des choses trop extrêmes. En tout cas, du le coup très important, et ensuite après je pense que tu as l'école. On en parlait, alors tu peux te tourner vers une école locale, mais je pense qu'à moins d'avoir, ton partenaire indonésien, c'est quand même, je pense, compliqué pour un étranger. Donc là, tu vas aller sur de l'école internationale et donc aujourd'hui, quel que soit le pays, je pense d'ailleurs, hein, tu vas te tourner vers des écoles qui vont te coûter, selon les destinations, entre 7 000 – 8 000 € par an et 30 000 € quoi. Donc à Bali, tu as un panel d'écoles qui existe. Tu as l'école française, je pense qui doit coûter autour de 8 000 € et puis après tu peux aller, vers les écoles, australiennes, américaines et cetera et là généralement tu es plus sur du 20 000 € par an et par enfant, quoi.
Du coup, toi, tu as choisi le lycée français, c'est ça? Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée, ouais, c'est le lycée Pompeu parce que, bah, ça permet de continuer sur le cursus français. Je pense que pour des enfants qui ont démarré en France, c'est plus fluide. De pas perdre aussi la pratique du français, parce que c'est comme on l'a dit dans l'épisode 1, nous à la maison on parle anglais aussi, donc pour ma fille, ça permet de continuer, à pratiquer le français au quotidien et puis, bah, c'est rassurant aussi de se dire: «Je suis à l'étranger et je suis dans un système, tu sais pas pour combien de temps tu es là, tu es peut-être là pour 2, 3, 5 ans». Quand bien même, il y a peut-être les projets évolueront plus tard, tu basculeras dans un autre pays ou en France, bah, c'est quand même plus simple de se dire, il y a une forme de continuité sur le cursus scolaire, quoi. Et c'est un gros avantage aussi de la France, c'est qu'on a un réseau d'écoles françaises assez dingue, que beaucoup de pays n'ont pas, hein. Donc ça, c'est une vraie force aussi du modèle français à l'international, c'est que comme historiquement, il y a beaucoup d'expats et beaucoup de Français qui s'expatrient, bah, il y a un réseau d'écoles françaises qui est assez dingue. Donc en fait, je pense qu'à peu près partout dans le monde, en tout cas dans les villes majeures, tu retrouves une école française, qui peut t'accueillir, quoi. Ça c'est super. Et vraiment le niveau il est assez fort, hein. C'est vraiment un niveau super, c'est bon on reste dans enfin pour le coup on est dans l'excellence française qu'on ne retrouve potentiellement pas trop chez nous, mais on le retrouve bien, à l'étranger. OK, là tu les as déjà contactés? Tu es avec eux Non, ou? non, non, les bâches, généralement, ça va se faire en début d'année, donc je pense qu'ils vont annoncer leur calendrier d'inscription en janvier et entre janvier alors c'est vrai, ça s'anticipe aussi. Tu peux pas, enfin tu peux, je pense, mais c'est un petit peu plus audacieux de se dire, «On va les contacter au mois d'août pour arriver, pour le 1er septembre», quoi. Donc là aussi, dans ton projet, bah, ça demande d'anticiper un petit peu les choses et je pense c'est un dossier qui se monte vers le mois de mars, février. Tu as déjà des amis qui ont des enfants au lycée français? Parce que tu vois, moi je me dirais que le gros risque, c'est, tu vois, qu'ils soient trop demandés, et que finalement, tu pas de place et que tu te retrouves, bloqué, tu vois, à devoir, et tu pas de solution. Donc là, tu as déjà des amis, tu sais qu'il y a des places chaque année? Ouais, alors j'ai pas de garantie d'avoir des places. Ce que je sais, c'est que normalement, voilà, c'est un lycée où il y a forcément beaucoup de gens qui viennent et qui partent parce que Bali, c'est une destination, bah, où il y a des gens qui sont là sur le très long terme, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pour quelques temps. Donc voilà, on verra et quand bien même il y aurait pas de place à l'école française, il y aurait d'autres options. C'est une île qui est très internationale, donc je pense que tu dois avoir une dizaine d'écoles sur lesquelles tu pourrais, potentiellement te tourner. Ma fille parle anglais couramment aussi, donc quand bien même on n'aurait pas de place à l'école française, on pourrait se retourner vers une autre école. Mais voilà, effectivement, c'est un point d'attention pour les familles, en tout cas. C'est toujours un point d'attention. Bali, c'est considéré comme quoi, comme pays? Est-ce que c'est encore un en fait, c'est assez bizarre comme pays parce que, tu vois, c'est pas d alors je sais pas si ça se dit toujours, mais c'est Bali, c'est du tiers-monde, c'est pas du tiers-monde, c'est, tu vois, c'est L'Indonésie, hein, on est sur l'Indonésie déjà. Alors, faut savoir que l'Indonésie, c'est sans doute un pays qui rentrera dans le top 10, dans le top on dit même 5-6 des puissances, économiques mondiales d'ici, 10 à 15 ans. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être autour de 280-200 millions d'habitants. C'est un pays très jeune, donc on voit beaucoup Bali, on parle beaucoup de Bali, mais ça reste un pays très, 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 très vaste avec beaucoup d'îles et une population, on parle beaucoup de Java, de Jakarta, voilà, il y a c'est un vrai poumon économique pour la zone Asie. C'est encore, je pense, un pays en développement, évidemment, mais clairement à Bali, tu retrouves des standards qui sont proches de beaucoup de pays parce que l'internationalisation de l'île fait que, bah, les hôpitaux, les infrastructures se développent, mais tu restes dans un pays en développement, hein. parce que c'est assez, tu vois, moi je compare ça alors, ça fait longtemps que ça fait longtemps que je vis plus en Afrique, mais les souvenirs que j'ai du Kenya, Ouais. enfin tu vois, tu pas du tout le même niveau de prestation que ce qu'il y a ici. Ici, tu vas dans des restaurants enfin parce qu'ils sont très tournés touristes aussi, heu et du coup, bah, tu vois, les restaurants, c'est nickel, les prestations sont vachement bien. OK, tu pas d'eau courante, enfin tu as l'eau, pour la vaisselle et cetera, mais tu pas de l'eau potable. En fait, tu pas d'eau potable chez toi. Mais ils ont tous des systèmes pour pallier à ça, qui sont efficaces. Faut quand même dire que les revenus de ce que j'ai compris, c'est assez dur d'avoir des chiffres, mais en gros, à Bali, quand tu as un serveur, il gagne 300 balles par mois, quoi. Il gagne 300 € par mois. Vous faites une recherche sur Google, c'est 1000, ils vont dire: «Oui, c'est 1 500 €», mais en fait, non, ils gagnent, 200 à 350 € par mois. Les gars sont quand même heureux, de ce que j'ai compris. Ils galèrent un peu, mais ils sont heureux. Et du coup, on peut faire la transition avec le budget. Là, tu as fait un budget mensuel. Ouais. Donc pour toi, il te faut combien pour, avec ta famille, vivre à Bali? Comment tu vois les choses? Alors, les gros postes, hein, on en a couvert certains. Je pense déjà, c'est le logement. Le plus gros poste, c'est le logement. Tu as un vrai problème à Bali, même si ça se rééquilibre un petit peu là ces derniers mois. C'est que en fait, la location de villas fonctionne tellement bien sur du Airbnb, de la location courte durée, c'est que c'est très compliqué de trouver des villas qui sont finalement disponibles à l'année. Ou alors elles sont très vieilles ou pas forcément bien placées, mais ou alors ça coûte très cher.
Donc tu as déjà un premier poste, qui va pas me concerner moi pour le coup, puisque je fais construire ma villa. C'était un petit peu aussi l'idée de se dire: «Bah, je suis de ce point de vue-là, je suis chez moi et je suis plutôt tranquille». Mais tu vas avoir un premier poste qui va être important, qui va être le logement et notamment encore une fois, si tu es tout seul ou si tu es en famille, ça varie énormément et surtout tu te dis: «Bah, je vais peut-être pas venir à Bali pour être dans un studio, d'un vieil immeuble». Tu viens aussi chercher peut-être, un petit peu d'espace extérieur, une piscine, voilà. Donc je pense que le logement peut te coûter, assez cher. Comme ça, je dirais pour une petite famille qui cherche une petite maison de 3 chambres, tout ce qu'il y a de plus normal, je pense que très vite, tu es sur du 1 500-2 000 €. Donc c'est pas anodin. Tu peux très vite tomber sur ces budgets-là si tu veux quelque chose de relativement récent et aux standards, on va dire internationaux, quoi. Donc tu as un premier budget donc qui va pas me concerner, mais qui est le logement et donc qui est pas anodin. Ensuite, tu vas retrouver l'école. On en a parlé, donc on va partir sur une fourchette de 8 000-10 000 € par enfant, donc ça, il faut bien l'intégrer et puis tu vas avoir le visa. Donc le visa, je le disais, forcément, tu vas être sur du 250-300 € par mois pour une famille, donc ça fait un et puis après, tu as des choses qui sont, je pense, un peu plus variables. Alors tu as la santé et là aussi, on est habitué en France à finalement être, remboursé sur tout. Alors de moins en moins, quand tu vas chez le docteur, notamment à Paris, tu es de moins en moins remboursé, mais on était quand même habitué à se dire, «J'ai un rhume, je vais voir mon généraliste, je suis remboursé» et donc là, la question qui se pose, en tant qu'expatrié, que ça soit en Indonésie ou ailleurs, c'est, il te faut une assurance privée et donc quel niveau de prestation tu mets? Et généralement, moi, vers quoi je vais me tourner, c'est de me dire: «Je me couvre contre les gros pépins, hospitalisation, accident et finalement les dépenses du quotidien, je les payerai moi». Parce qu'en fait, on se rend compte que le prix de l'assurance, il est surtout fait, il augmente énormément à partir du moment où tu te prémunis contre les petits tracas du quotidien. Donc je pense que la bonne fourchette, c'est de se dire, «J'ai un accident de scooter, je suis couvert, je vais à l'hôpital, il y a pas de souci» ou «J'ai une maladie, voilà, je suis couvert». Par contre, si, j'ai un petit rhume ou si ma fille doit aller chez le dentiste faire un détartrage, je le paye de ma poche et donc tu as un budget santé qu'il faut aussi, et moi, je suis parti sur un budget, je pense, pour 3. Alors on est assez jeune encore, donc je pense que ça augmente au fil des années, mais tu vas très vite être sur un 300 € par mois. Ouais, c'est que les 3. Parce qu'en réalité, ça fait pas, tu vois, ça fait pas très cher, hein. C'est, Non, 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 tu multiplies par 12, c'est quand même 3 000-4 000 € à l'année, quoi. ouais, ouais, mais tu vois, moi, après ouais, c'est vrai. Ah, aux États-Unis, c'est différent, effectivement. Tu Ouais, ouais, parce que, tu vois? Ouais, parce que tu vois, moi, c'est les calculs que je commence, largement à faire, tu vois? Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, mais moi, je dois être à, je sais pas, 4 000 € de ces remboursements de sécurité sociale par mois, tu vois? Je pense, sincèrement, si je prenais, tu sais, tous les prélèvements, tout, CSG, CRDS, toute la contribution à la sécurité sociale, je ne sais même pas comment je suis, mais je me demande si je suis pas loin des, ouais, entre 3 et 10 000 € par mois, tu vois? Pour financer le système français. C'est sûr. Donc il y a des moments et sachant que je suis jamais malade, tu vois? Et puis même quand je suis malade, je prends pas de médicaments et tout. Donc tu Je vois? pense que si tu peux rien à tes cotisations en France, ouais, tu t'y retrouveras pas. Après, c'est quand même un budget anticipé, voilà. Mmh. Globalement, hein, après tu rajoutes les postes plus standards, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est un petit peu, budget vacances parce que soit tu rentres en France potentiellement, soit tu voyages un petit peu dans la zone. Tout ce qui est un peu électricité ou internet, quelques activités pour toi et les enfants, un ou 2 scooters. Globalement, moi j'estime que mon budget pour vivre à Bali, à partir de l'été prochain, c'est au minimum 3 000 € par mois hors logement. Et là, je me dis: 3 000 € par mois, il y aura des mois, ça sera peut-être un peu plus, un peu moins, mais voilà, mon budget tient la route, je vis plutôt confortablement, et je suis libre d'esprit, j'ai pas de tracas à me dire, voilà. Je préfère me dire que je vais en avoir pour 3 000 € et dépenser 2 400 que de me dire que je vais en avoir pour 1 500 et dépenser 3 000. Mais voilà, je pense que 3 000 €, ça me paraît cohérent par rapport à notre standard de vie et encore une fois, sans logement. Donc si tu rajoutes le logement, d'ailleurs, je le retrouve sur les forums, francophones, des personnes qui s'installent à Bali, tu vas très vite être avec un logement sur du 5 000 €, 6 000 - 7 000 € par mois en famille, quoi. Ouais. Donc c'est quand même un budget. C'est quand Oui, même surtout que là, tu as rien d'extravagant finalement parce que, OK, tu as ton visa, donc 270 €. Tu as ton assurance santé, 330 €. Donc ça, bon, voilà. Tu as 2 scooters, 200 € par mois, OK. Tu as les activités enfant gym, 240 €. Donc ça dépend ce que tu prends comme gym. Tu prends pas la gym la plus fun du monde non plus, tu vois? ouais, tout à fait. Internet ou électricité, 200 balles par mois. Ça coûte assez cher internet ici? Non, mais c'est comme en France, hein. C'est à peu près comme en France. Pour le coup, OK, un petit peu plus même, ouais. Ah, si tu veux Starlink, ouais, ça dépend ce que tu prends, mais voilà, tu vas être à 40-50 € par mois, quoi. C'est pas 10 € quoi. OK.
Tu as 300 € de vêtements et cetera, c'est pas vraiment déconnant, tu vois? Vacances, tu as 400 € par mois, donc là, tu peux su Bah, fois 12, tu vas être sur du 4 500-5 000 €. Ouais, tu vas prendre deux trois billets pour la France, tu vas te faire, quelques vacances à Hong Kong sur les vacances scolaires. Ouais, ouais, moi c'est peut-être un peu surgonflé, mais pas énorme, hein. Enfin, voilà. bah, dès que tu veux rentrer en France, je me rends pas compte le billet pour, faire Paris-Bali, Voilà, je ça crois va être, qu'on alors, historiquement, tu étais sur du 500-600 €. L'après Covid, tu es sur, ouais, tu vas être sur du allez, le meilleur prix en passant par la Turquie ou par Dubaï, tu vas être à 800 € je pense, 850 par personne. ouais, quand même et du coup, ben, ta fille maintenant, tu dois lui prendre un billet d'avion, plein pot. Ouais, elle a encore un billet décoté, en moins je crois que moins de 12 ans, moins de 11 ans, mais oui, tu es Ouais. à 60 du billet, donc tu es quasiment sur un billet, classique. OK, nourriture, 717, OK et du coup l'école 717 donc 3 300 sur les villas. Que si je compare moi les villas, tu vois, sur Airbnb que je peux louer pour, ouais, pour une semaine, 10 jours, on est quand même à du 1 000-1 500 € quand même. Donc effectivement peut-être qu'au mois tu arrives à avoir les mêmes, mais 2 fois moins cher que le Airbnb, mais quand même quoi, ça fait, ouais, tu as du facile 2 000 € quoi. Ouais, donc c'est ça 5-6, je pense 5-6 000 €, c'est vraiment le minimum du minimum, alors encore une fois à 3, hein, si tu es seul et que tu vis soit dans une coloc, soit dans une belle maison que tu partages en coloc ou que tu te prends un studio, dans un voilà, je pense que en tant que personne célibataire ou en couple même, je pense que c'est pas mais dès que tu viens rajouter l'aspect familial, je pense que ton budget forcément il est revu à la hausse, quoi. Là, tu es parti pour, combien d'années? Tu te dis quoi? Tu dis, on teste 1 an ou Ouais, alors mais plutôt sur 2-3 ans. Alors, comme je disais en introduction, je pense que c'est bien d'y habiter quelques mois. Nous, on a eu la chance d'y habiter, pendant le covid quelques mois. Alors, c'était un petit peu différent pendant le covid parce que l'Indonésie était fermée et donc il y avait beaucoup moins de gens. Mais voilà, on y va depuis 10 ans, on y est déjà habité sur quelques mois, donc on se dit pas: «C'est complètement l'aventure» et en même temps, on aime bien, rester dans un endroit 3-4 ans, se dire qu'on bouge pas non plus tous les ans. Mais voilà, donc on se dit là: «Bah, écoute, 3-4 ans». Et on verra ensuite. Mais oui, plutôt sur un espace de temps de quelques années. du coup, c'est un peu ce que tu disais, tes projets, tu vas mettre bouchée double sur, ta LCD, voir si tu proposes autre chose. C'est vrai qu'ici, il y a de plus en plus des services et peut-être que tu fais ça, mais le service laundry, service petit déjeuner, service, même réservation de enfin bref, tu peux faire quasiment de Activité. l'hôtellerie, ouais, activité. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu penses à quoi d'autre, une fois que tu seras à Bali? Bah, après, faut voir, mais moi, je suis très attiré par les constructions en bambou dans la jungle. Donc est-ce qu'il y a pas, avec pas forcément tout seul d'ailleurs, hein, on a peut-être en association avec d'autres, mais un petit éco-resort, à lancer, alors faut réfléchir, hein, faut poser les chiffres, il faut voir l'endroit, il faut voir le concept, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais pourquoi pas lancer un petit projet sympa, beaucoup plus orienté nature, éco-resort, avec des constructions en bambou, un truc un peu différent que de la maison en dur, on va dire. Ça peut être une option. L'autre option, ça peut être de se dire aussi, on parle beaucoup de Lombok, qui est, l'île voisine de Bali, qui est une autre région qui est très différente culturellement, mais qui a un gros potentiel. Bon, c'est très difficile de battre, ce qu'on appelle la Bali Brand, qui est très attractif pour le tourisme, mais on parle beaucoup de Lombok, en tant que potentiel de développement pour le futur. Donc, il y a peut-être des projets aussi à faire là-bas. Et puis il y a les îles, environnantes, hein, Gili. Alors Gili, c'est attaché à Lombok, donc tu restes sur quelque chose d'un peu différent de Bali, mais tu as Nusa Lembongan, Nusa Penida. Donc tu peux avoir aussi des projets, sur des îles, avoisinantes. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait être de se dire, bah, on fait des projets un petit peu différents de ce qu'on a déjà fait, mais dans les alentours. Ça pourrait être aussi de se dire, je monte une société, je la pilote depuis Bali, à Hong Kong ou ailleurs. Ça peut être, de la vente enfin voilà. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres choses que je souhaiterais faire qui seraient beaucoup plus remote, que je pourrais très bien décider de gérer depuis Bali voilà. Ça pourrait être aussi une autre option. Si on revient sur tes invests, là, tu as à peu près, 17 000 € qui viennent de tes, différents invests. C'est grosso modo de l'IMO, ça vient de l'IMO. Ouais. Ouais, donc ça fluctue, c'est pas forcément, bon, tu peux avoir des pépins, tu peux avoir une villa. Alors là, ça fluctue pas trop peut-être maintenant, mais tu peux avoir des pépins, genre ta villa, je sais pas, enfin surtout à Bali d'ailleurs, ça peut s'abîmer, il y a des travaux à faire ou des choses comme ça. Hem, comment tu le vis? Est-ce que là, aujourd'hui, tu te sens en sécurité? Comment tu vois ça? Ouais, c'est souvent la discussion qu'on a en fait, quel est le plus,
à l'esprit qui est plus tranquille. C'est de se dire: «J'ai finalement 9 biens, mais des biens assez modestes, 150 000 € ou j'en ai 2 de 500 000 € quoi». Et en fait, comme j'ai aujourd'hui une petite dizaine de biens, finalement tu les ramènes à l'unité, c'est des biens assez modestes, financièrement, mais mis bout à bout, ça génère pas mal de cash flow. Et donc en fait, le fait que ça soit diversifié sur plusieurs géographies, sur plusieurs types de locations, quand bien même j'aurais un problème sur un ou 2 biens un mois donné, bon, bah, tu le vois, hein, on parlait de 3 000, allez 3 500 € de budget par mois, 17 000 € de revenus. Bon, je me sens plutôt large. Voilà, j'ai le sentiment que mon niveau de vie par rapport à mes revenus ont continué à me permettre de faire pas mal de projets. Et donc, quand bien même sur quelques mois j'aurais un petit trou, je pense que ça sera ça. Mais oui, j'ai fait beaucoup d'IMO. Alors, en fait, quand tu trouves quelque chose qui te plaît et qui marche, tu as envie de continuer. Donc là, je suis en train un petit peu de me rediversifier sur des produits financiers ou d'autres types d'investissements. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'IMO, donc je suis très exposé IMO entre guillemets. Et peut-être qu'à terme aussi, je rééquilibrerai avec, un petit peu plus de bourse, un petit peu plus d'investissement financier. Ouais, bah, c'est une bonne transition. Là, tu as quoi comme autre, comme autres invest ou comme autre liquidité? Ouais, alors en plus, comme j'ai fait de l'investissement à l'étranger, ça me demandait beaucoup de cash. On en avait parlé, dans l'épisode précédent. Donc forcément, quelque part, j'ai actionné mes leviers de cash, plutôt dans l'IMO. Donc je suis en train de reconstituer un petit peu de capital. Bah, j'ai un contrat de capi sur des produits, structurés, à peu près 100 000 €. J'ai un petit peu de crypto, mais en fait, la crypto, je suis rentré très tôt en 2017 et donc j'ai pas forcément, une stratégie très active. C'est plutôt une stratégie long terme et donc ça prend évidemment de la valeur depuis le temps. Donc là, on espère que le cycle actuel va nous porter un petit peu, dans l'année à venir, on va dire. Voilà. Et puis après, j'ai aussi, je vais avoir une poche de 100 000 € à investir là et probablement sur un panier d'ETF. Donc ça, je vais regarder ça en début d'année. Et puis, bah, j'ai une petite épargne de sécurité en plus, on va dire entre 35 et 50 000 € pour me dire: «Bah, j'arrive à Bali, voilà, le temps que les choses se mettent en place, voilà, je suis tranquille au moins une grosse année en sachant que mon cash flow va également alimenter tout ça. Donc j'ai une épargne de sécurité pour pallier, on va dire, à des travaux ou à les premiers mois de l'installation. Si tu devais tout recommencer aujourd'hui, tu ferais quoi? Là, par exemple, tu rien, Ouais. tu recommences tout de zéro. Comment tu ferais quoi? Bah, je changerais pas forcément grand-chose par rapport à où je suis passé. En fait, je pense que la clé, c'est de commencer le plus tôt possible. Je pense qu'on le dit souvent, et je pense que ta communauté, est assez active là-dessus. Donc, essayer de démarrer le plus tôt possible parce que le temps «joue pour toi» entre guillemets. La seule chose que je changerais peut-être, c'est que c'est vrai que quand tu démarres, tu as tendance à beaucoup démarrer en nom propre. Et en fait, c'est super pour démarrer parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Mais, tu te rends compte qu'à un moment donné, si tu veux passer à l'étape d'après, c'est parfois plus simple en société. Dans le temps aussi et à faire fructifier dans le temps. Donc, si j'avais quelque chose à changer, c'est, notamment mes biens en France, je les ferais en société, tout de suite et pas forcément en nom propre. Après, il y avait le LMNP qui existait, qui existe encore, on ne sait pas pour combien de temps, mais qui existe encore. Donc c'est vrai que ça a été un levier aussi, intéressant en tant que personne individuelle. Mais voilà, je partirais peut-être plus tôt et plus vite sur des investissements via des sociétés. C'est super. Tu aussi, tu revenais sur la on avait échangé sur la recette classique, Ouais. un peu de l'invest et toi, tu es très pro, international, en fait. Tu conseillerais aux gars, enfin, voilà, parce qu'en France, c'est assez, les revenus sont assez plafonnés vite, et du coup, tu dirais: «Bon, bah, allez dans les endroits où le business se fait», c'est ça? Ouais, alors c'est moi je vois ça d'un œil un petit peu extérieur parce que j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. C'est vrai que je trouve que la France paye assez mal. Alors elle paye assez mal, en fait, elle coûte cher à l'employeur, mais finalement ce qui revient dans la poche du salarié, c'est alors, on va dire qu'il y a plein de choses autour, OK, mais c'est vrai que je considère que les salaires en France sont pas forcément, hyper attrayants. En tout cas, la capacité que tu as à épargner, sur tous les efforts du quotidien que tu fais, je trouve l'effort assez important par rapport à ce qui te reste. Et évidemment, quand tu vas, te porter vers des destinations, qui vont, beaucoup mieux payer. Tu vas avoir un effet de levier indirect, sur ce que tu vas pouvoir économiser et épargner. Donc, il y a plusieurs grandes villes qui le permettent, hein. C'est pas forcément tourné vers l'Asie, hein. On parlait de Singapour, Hong Kong, ça c'est des voilà, mais tu peux avoir du Dubaï, tu peux avoir les États-Unis qui payent très bien. Alors la vie est chère, mais voilà, je pense qu'en tout cas, tu as le levier pour te dire, au lieu de gagner, 2 500, 2 500 € et de galérer pour économiser, 1 000 €, tu peux très vite tomber sur du 5 6 7 8 000 €. La Suisse le permet aussi. Alors la vie est chère aussi en Suisse, mais les salaires en Suisse sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc d'aller vers ces destinations-là, après, c'est ton style de vie qui fera que tu épargneras ou pas. Mais en tout cas, c'est des destinations qui te permettent forcément d'accélérer ton niveau d'épargne et donc, par effet de ricochet, tes investissements, le plus tôt possible, quoi.
Donc Ouais. moi, je recommanderais aux jeunes, en tout cas ceux qui démarrent, ceux qui peuvent le faire, et ceux qui ont les accès à ce type d'opportunités professionnelles, effectivement, de plutôt privilégier ce genre de destination. Et pour là, toi, tu considères que Bali, ça peut rester un bon endroit où investir? Toi, tu continues à te dire que ça peut être bien et tu te dis pourquoi pas en faire, enfin, c'est ce que tu disais avant, pourquoi pas faire d'autres villages, ça fait avancer. Ouais. C'est ça, après c'est gourmand cash, ça c'est clair, ou alors il faut s'associer avec des amis. Ça peut aussi être une étape de se dire: «Bah, voilà, je fais peut-être des plus de projets, mais des projets un petit peu différemment aussi». Donc de se mettre à plusieurs et de peut-être de faire des projets à plusieurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tout fait tout seul, donc à un moment, je pense que l'association peut être intéressante. Voilà. Après, on l'a pas trop mentionné, mais en tout cas dans mon projet, c'est vrai que la destination Bali, elle peut faire un peu peur d'un point de vue pro, parce qu'en fait, bah, ça va me sortir du modèle, corporate, salariat classique, et on l'a pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Ça fait aussi, vu de l'extérieur, destination un peu vacances, donc bah, moi qui viens plutôt du domaine industriel, c'est clair que d'aller à Bali, pas forcément facile dans 4 ans de se dire, bah, je reviens sur des opportunités, plutôt, du monde, des entreprises dans le domaine industriel, en France, quoi. Donc c'est aussi un virage que je prends, voilà, c'est un vrai virage que je prends professionnellement, et donc ça aussi, il faut se dire que, bah, il y aura pas forcément d'aller-retour, quoi. Ça sera pas simple en tout cas de retrouver le même type d'opportunité que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant, après avoir passé 4 ans à Bali. Ça, j'en suis conscient. Donc ça fait. Peut après tu restes, enfin, tu vois, c'est pas comme si, tu partais pour, devenir prof de surf, Ouais. et que tu touchais plus du tout à de l'opérationnel, la gestion de projet, enfin, tu vois, tu restes quand même dans vraiment l'action, tu restes dans du business. Heu, Effectivement, après dans les boîtes politiques, c'est peut-être, sauf s'ils recherchent vraiment ton profil, si tu as vraiment un profil où ils ont besoin de toi. Après, toi dans ta boîte, est-ce que tu vois des personnes qui sont toujours là à 54 ans, ceux qui gagnent très bien leur vie et qui ont des beaux projets, il y en a beaucoup? Enfin 50, est-ce que tu Pas personnel non plus. ouais. C'est peut-être le truc aussi parce que, tu vois, là, j'ai discuté avec, une fille qui est dans le coaching IMO là et elle me disait, donc elle bosse en banque privée. Elle me disait: «Bon Victor, de toute façon, moi, c'est pas compliqué, dans 7 ans, je vais me faire virer». Tu vois? Elle me disait: «Je» du coup, bon, effectivement, je peux prendre des choix, pour ma carrière Ça peut être un bon levier financier. On a la chance en France d'avoir un système qui est plutôt tourné vers le salarié, et ça peut être aussi à un moment donné de se dire: «Bah, j'ai adoré toutes les années que j'ai fait dans la boîte, je négocie une rupture co», ça reste une énorme niche fiscale aujourd'hui, il faut le dire, c'est assez peu imposé, et donc en fonction de ton niveau de salaire et ton ancienneté, ça peut être aussi un levier pour se dire: «Je vais faire des projets, complètement différents ailleurs». Et ça peut être aussi une enveloppe un apport, on va dire, à tes projets futurs, de se dire: «Bah, voilà, je négocie avec mon employeur une rupture à l'amiable, et je pars sur d'autres projets», et donc ça peut être une enveloppe, intéressante, on va dire, pour partir sur d'autres choses, quoi. C'est super. Benoît, je te remercie. Je pense qu'on a fait un bon tour sur, comment se préparer pour partir en famille, et pourquoi pas à Bali. Est-ce que tu vois d'autres points qu'on aurait pu aborder? Non, je pense qu'après, il faut aussi rêver, il faut aussi faire des projets excitants. Je pense que dans la communauté, mais c'est aussi mon cas, on essaye de planifier, on essaye d'anticiper le maximum d'angles morts pour pas se faire, voilà, pour avoir un modèle qui soit soutenable et efficace, financièrement. Mais voilà, après, je pense qu'il faut aussi vivre de rêves et de projets qui sont excitants. Donc, voilà, on peut parler de plein d'éléments et de leviers financiers, mais, après, je pense qu'il faut aussi, voilà, on parlait de la famille, on parlait de plein de choses. Je pense qu'il y a ça peut être des activités, ça peut être du sport, ça peut être plein de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut, au-delà de tout le cadrage qu'on peut mettre en anticipation d'un projet, après il faut se faire plaisir, il faut aussi vivre au quotidien, et voilà, vivre aussi, entre guillemets «ses rêves». Alors on essaye, je pense, dans la communauté de les calculer, mais, le plus possible, mais en tout cas, savoir aussi se faire plaisir, C'est aussi un voilà, moi je pense que voilà, j'ai aussi envie dans ce projet-là de passer du temps en famille, de profiter de ma famille, et tout en restant très actif et de faire des choses excitantes. Mais voilà, de mêler, on va dire, l'aspect perso et l'aspect pro, dans un cadre, qui est plutôt sympathique. Merci beaucoup Benoît, c'était Merci à toi. super. À tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à nous laisser 5 étoiles pour le podcast, un petit commentaire aussi, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à me contacter sur, Instagram ou LinkedIn si vous avez, des choses à raconter. Si, comme Benoît, vous allez partir maintenant, tout de suite vers votre FIRE. Si vous avez une entreprise que vous allez la vendre bientôt, alors je sais que c'est assez secret, mais n'hésitez pas, la plupart des personnes que je connais qui sont en train de vendre leur boîte ne veulent pas en parler, parce que généralement on ne veut pas donner les montants et cetera. Mais on peut faire comme Benoît, c'est-à-dire, échanger en ne donnant pas, votre prénom, exactement ce que vous faites,
pour partager au maximum à ceux qui se lancent et à ceux qui veulent avancer. Donc là, on a fait pas mal de choses sur Bali qui restent, donc ça peut être comme ce qu'on a vu comme dans la stratégie de Benoît, vraiment un endroit où enfin, si ça marche bien et si on est capable de prendre des risques avec, de beaucoup de cash, ça peut très bien fonctionner et faire beaucoup de liquidités. Bref, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite de bien continuer, avancez bien sur votre Fire et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de la retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.